Le limaçon de Pascal est défini de manière purement géométrique, c'est un lieu géométrique dans le plan. Soit donc gamma le cercle de rayon 1 qui est centré à l'origine. Donc on va placer à peu près comme ça, centré à l'origine et de rayon 1. Soit alors A, le point de coordonnées 2, 0, donc ce repère cartésien. Soit ensuite T, un point qui peut être quelque part sur gamma, n'importe où, point grand T. Soit D, la tangente au cercle gamma au point T, qui ressemble à peu près à ça, quelque chose comme ça c'est la droite D. Et puis P, la droite qui est perpendiculaire à D et qui passe par le point A de coordonnées 2, 0. Donc la droite P, qui ressemble à peu près à ça, doit être perpendiculaire à D et on l'appelle P. Très bien. Soit finalement I, l'intersection entre P et D. Et donc sur notre figure, I est un point qui est ici. Alors le limaçon de Pascal, c'est le lieu géométrique qu'on obtient en regardant toutes les positions possibles du point I lorsque T se déplace sur le cercle. Parce que quand T bouge sur le cercle, le point I bouge aussi. Donc pour avoir un petit peu l'intuition de ce qu'est ce lieu géométrique, on a reproduit ici ça sur l'ordinateur. Et ici, on voit que quand T se déplace sur le cercle, alors le point I doit bouger aussi. Et le limaçon de Pascal, c'est toutes les positions possibles de I lorsque T varie sur le cercle. Alors pour pouvoir étudier cette courbe, il nous faut une bonne paramétrisation. Et du point de vue géométrique, un paramètre qui est tout à fait naturel, c'est l'angle qu'on va appeler T, qui est entre le segment OA et le segment OT. Donc on voit vraiment le cercle comme le cercle trigonométrique, et puis on utilise simplement T comme l'angle qui repère un point sur ce cercle. Alors si on place nos droites D et P, on va devoir trouver leur intersection pour une valeur du paramètre petit t qui est fixé. Donc t, c'est un paramètre qui va varier entre moins pi et pi, même si une symétrie fait qu'on n'aura pas besoin de tout étudier. Puis pour une valeur de t fixée, grand T, c'est un point sur le cercle trigonométrique, donc il a coordonnées cosinus de t et sinus de t. Alors à t fixé, écrivons l'équation de la droite D. D'abord, elle doit passer par le point T, donc elle commence par un cos t sin t. Puis ensuite, il faut une direction. Alors on va ajouter ici un multiple du vecteur directeur, puis on va prendre le vecteur V, qui est ici le vecteur de coordonnées sinus t moins cosinus t. Observons que ce vecteur V, il est bien perpendiculaire à OT, parce que D, par définition, est tangente au cercle. Ensuite, pour la droite P, elle doit passer par A, donc on commence par un 2, 0 ici, plus un multiple du vecteur directeur. Et puis comme vecteur directeur, on va prendre ce vecteur U qui doit en fait, par définition de P, doit être parallèle à OT. Parce que P est perpendiculaire à D qui est perpendiculaire à OT. Et donc on peut simplement prendre cos t sin t. Donc mu et lambda sont des paramètres réels. Alors pour calculer l'intersection de D et P, eh bien, il faut égaler ici les composantes qu'on a obtenues dans les représentations de D et de P. Alors, la première nous donne cos t plus mu sin t doit être égal à 2 plus lambda cos t. La deuxième nous donne une deuxième condition. Et ça, pour nous, c'est un système en mu et en lambda. Et on doit trouver mu et lambda. Alors par exemple, en multipliant la première ligne par sinus de t, la deuxième par cosinus de t, en soustrayant les deux lignes, cela nous permet de trouver la valeur de mu, qui est simplement 2 fois le sinus de t. Ou alors en multipliant la première ligne par cosinus et la deuxième par sinus, et en les additionnant, cette fois les mu disparaissent, et on trouve la valeur de lambda qui est 1 moins 2 cos t. Donc on peut utiliser par exemple, pour écrire explicitement le point d'intersection, on va utiliser ici l'équation de la droite P qu'on a là, et puis on va utiliser, injecter la valeur de lambda qu'on vient de trouver. Alors ça nous donne un x qui est 2 plus lambda fois cosinus de t, puis si on simplifie un petit peu, il y a un 1 moins cos carré qu'on peut remplacer par un sinus au carré. Indiquons la dépendance de x en t, c'est important. Même chose, le y de t, c'est 0 plus lambda fois sinus de t, qu'on peut écrire, si on veut, comme sinus de t moins sinus de 2t, parce qu'on a un 2 sin t cos t.
Donc, le limaçon de Pascal, on aurait pu le définir de manière un peu abrupte, simplement à partir d'une courbe paramétrée qui envoie t sur le vecteur de coordonnées de composante x de t, y de t, où x de t c'est cosinus t plus 2 fois sinus au carré de t, puis y de t c'est sinus de t moins sinus de 2t, où on aimerait que t varie entre moins pi et plus pi. Alors c'est bien quand on a fait un calcul comme ça, de vérifier que ça a l'air de vraiment décrire ce qu'on veut. Prenons juste deux valeurs pour vérifier. Si t vaut 0, alors x de 0 c'est 1, y de 0 c'est 0. Et puis si on regarde, quand t vaut 0, effectivement le point t est ici. Le point t est exactement le milieu de O et de A. Et donc le point I d'intersection de D et P est effectivement 1, 0. Si maintenant on prenait t qui est pi sur 2, alors nos formules nous donnent x de pi sur 2 qui est 2, y de pi sur 2 qui est 1. Puis si on fait le dessin, on a donc le cercle de centre 0 de rayon 1. En pi sur 2, le point grand T est ici, la droite D tangente au cercle est comme ça, donc la perpendiculaire, elle est exactement comme ça, le point d'intersection, il a bien coordonné de 1. Donc ça a l'air pas trop mal. Donc, on va étudier cette courbe pour t sur cet intervalle, qui est l'intervalle naturel associé géométriquement au problème. Mais en fait, il y a une symétrie évidente aussi dans la construction du limaçon de Pascal. Puis ici, cette symétrie, on va l'observer simplement en regardant ces fonctions x de t, y de t. Par exemple, la fonction x est une fonction qui est paire en t, et la fonction y est une fonction qui est impaire en t. Ça veut dire, et c'est tout à fait clair par la construction géométrique du limaçon, qu'à chaque fois que j'ai un point x de t, y de t sur la courbe, eh bien son symétrique par rapport à l'axe OX est aussi sur la courbe et il correspond à une valeur opposée du paramètre. Donc en fait, la partie de la courbe pour les t entre moins pi et 0, elle s'obtiendra à partir de celle entre 0 et pi par une réflexion par l'axe OX. Donc en fait, on peut restreindre l'étude à l'intervalle 0pi, puis ensuite faire le symétrique pour obtenir la deuxième partie de la courbe. Donc ce qu'on ne va pas faire pour commencer l'étude de cette courbe, c'est de regarder les signes de x et de y. On va plutôt passer directement aux dérivées. Donc la dérivée de x peut s'écrire comme sinus de t fois moins 1 plus 4 fois le cosinus de t. Et on cherche où ça s'annule et ça change de signe sur 0 pi. Or, ici on voit que x' de t s'annule en t égale 0 et t égale pi à cause du sinus. Puis ça s'annule aussi en un point qu'on va appeler t2, qui est l'arc-cosinus de 1/4 qui, en degrés, vaut à peu près 75 degrés. Ensuite, le y' qu'on peut factoriser parce qu'on a ici quelque chose qu'on peut écrire comme 2 cos carré de t moins 1. Donc on peut l'écrire comme quelque chose du deuxième degré en cosinus. Et donc, on va étudier ça sur 0pi en cherchant les valeurs de t où ça s'annule et ça change de signe. Alors ça va s'annuler lorsque le cosinus de t vaut 1 plus ou moins la racine de 33 divisé par 8, ce qui nous donne deux valeurs de t qui nous intéressent sur 2pi. Une première qu'on va appeler t1 qui vaut à peu près 32 degrés et l'autre qu'on va appeler t3 qui vaut à peu près 126 degrés. Alors plaçons tout ça sur un tableau qui nous permettra de tracer la courbe. Donc on regarde les angles t entre 0 et pi, puis on va indiquer des valeurs en degrés. On va placer les valeurs intéressantes. On a le t qui vaut pi sur 2, puis on a ces valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. On a un t1 qui vaut à peu près 32 degrés, un t2 qui vaut à peu près 75 degrés, et puis un t3 qui vaut à peu près 126. C'est pour ça qu'on les avait appelés t1, t2, t3, pour pouvoir les ordonner sur la droite. Alors si on regarde le signe de x', on a dit qu'x' s'annule en 0 en pi et en t2. Et puis le signe de x' est plus, plus, moins. Elle change de signe seulement en t2. Ensuite, y' s'annule en t1 et en t3, et puis son changement de signe est comme suit, moins, plus, plus et moins. Alors on va maintenant regarder, on va représenter le vecteur tangent qui donne une information utile sur le sens dans lequel se déplace la courbe quand t augmente. Donc on commence par un point de tangence verticale, ensuite la particule se déplace en direction du sud-est, atteint un point de tangence horizontale, remonte en direction du nord-est, atteint un point de tangence verticale parce que la dérivée de x est 0, puis ensuite elle
part en direction du nord-ouest, atteint un point de tangence horizontale et puis redescend en direction du sud-ouest avant d'atteindre un point de tangence verticale. Donc si on place ici encore quelques points I qui sont utiles, le point I, on rappelle qu'en t égale 0, il est en 1, 0, en t égale pi sur 2, il est en 2, 1, et puis en pi, il est en moins 1, 0. Et puis, c'est utile de mettre des valeurs approchées de ces points de tangence horizontale et verticale pour tracer le graphe. Donc, ici, c'est des valeurs qui ne sont pas exactes, mais qui permettent de faire un dessin plus précis, de placer ces points, d'avoir une idée où ils se trouvent sur le dessin. Ok, donc utilisant toute cette information pour essayer de tracer la courbe, la première chose qu'on va faire, c'est de placer tous ces points, même s'ils sont approximatifs, parce qu'ils seront utiles pour avoir des repères lorsqu'on trace la courbe. Donc on a l'origine, ici on a le point de départ qui est le point 1, 0, il y a le point A ici à peu près qui a les coordonnées 2, 0. Premier point qu'on va placer, c'est celui qui correspond au temps T1 qui vaut 0, je ne sais plus combien. On va appeler ça le point 1 de coordonnées à peu près 1,4 moins 0,4. Ensuite, ici, j'ai A qui est 2, 0. Puis on a après, correspondant à petit t2, il y a le point 2 qui a coordonnées à peu près 2,105. Plaçons ensuite le troisième qui correspond à petit t3 qui nous donne ici quelque chose qui est à peu près 0,7 et 1,8. Et puis on peut y aller et tracer cette courbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on lit toutes les informations qu'on a en dessus depuis t égale 0 jusqu'à t égale pi. Donc on part de 1, 0 ici, et puis on doit descendre en direction du sud-est, avec un vecteur tangent qui pointe dans la direction sud-est, jusqu'à arriver au point 1. Puis ensuite, on a un point de tangence horizontale, puis on remonte en direction du point 2, et en direction du nord-est, jusqu'à ce qu'on arrive au point 2 avec un point de tangence verticale. Ensuite, si on continue, on doit aller de 2 jusqu'à 3. J'ai oublié d'indiquer qu'ici, il y a le point 2, 1 qu'on doit traverser au temps pour l'angle t qui vaut pi sur 2, jusqu'à arriver en 3, où on a un point de tangence horizontale. Puis ensuite, entre 3 et pi, j'ai oublié de les indiquer. On va aller jusqu'au point final qui correspond à t, petit t qui vaut pi, qui est le point moins 1, 0. Et donc, entre t3 et t égale pi, la courbe fait à peu près ça jusqu'à arriver en pi, où elle a un point de tangence verticale. Donc ça, c'est la courbe qui est le limaçon de Pascal pour tous les temps t entre 0 et pi. Comme on sait, la partie pour tous les temps entre moins pi et 0 peut s'obtenir par simplement une symétrie à travers l'axe x. Alors allons sur l'ordinateur pour voir si on a bien travaillé. Ici, on part de petit t égale 0 et on va commencer à augmenter t jusqu'à atteindre pi. Donc, comme on voit, le point I descend, atteint un point de tangence horizontale, il remonte jusqu'à atteindre un point de tangence verticale, passe par le point 2, 1, atteint un point de tangence horizontale, et puis lorsque t approche pi, on arrive ici au point moins 1, 0 avec une tangence verticale. Puis évidemment, par la symétrie du problème, bien pour les temps t entre moins pi et 0, et bien tout ce qu'on obtient, c'est le symétrique de la courbe par rapport à l'axe des x.